Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissonheim et de son extension. Alors aujourd'hui je vais répondre un petit peu à des questions qui m'ont été posées en section commentaires et par mail par rapport à la dernière vidéo qui a provoqué un peu de remous. Donc du coup je vais revenir un petit peu sur certains points. Le premier des points, je cite texto ce que la personne m'a dit, c'est oui mais tu as choisi des locomotives qui consomment 700 mAh. Moi, mes locomotives, elles consomment plutôt 350 mAh, donc ça veut dire que je peux faire tourner 8 trains, donc ça veut dire que ton analyse, c'est de la merde. Je résume. Alors, on va reprendre un petit peu les choses. Mettons qu'on fasse tourner 4 locomotives récentes qui vont consommer 350 mAh. C'est le cas par exemple de la 231E Sound de chez Rocco. Ok. Et derrière, je vais mettre des voitures qui vont avoir un éclairage intérieur. L'éclairage intérieur, soit je le fabrique moi-même avec des rampes LED, et dans ce cas-là, j'en ai pour 80 mAh, parce que c'est à peu près ça la consommation de 20 cm de ruban à LED, avec un condensateur, un pont de diode. Soit j'achète des rubans, des éclairages intérieurs, de Rocco ou de Rivarossi ou ce qu'on veut, qui sont à base d'ampoules, et là j'ai 150 mAh de consommation par réglette. Donc ça veut dire que je mets 3 voitures, et je suis à 350 mAh, plus la locomotive, ça fait 700. Donc c'est pas déconnant. Soit je prends des réglettes avancées, qui ont une gestion événementielle superbe, magnifique, de chez Ultimate Model. Et là, j'ai une consommation de 50 mAh par voiture. Je fais cette voiture. 350 mAh. Donc, 350 mAh plus 350 mAh, jusqu'aux dernières nouvelles, ça fait 700. X 4, ça fait 2 ampères 8. Voilà. Donc, techniquement, la démonstration, elle reste valable. 4 trains, 16 contacts de rétrosignalisation, 8 aiguillages. Voilà. Et ça, on peut le retourner autant qu'on veut, on peut avoir des variations en se disant « Ouais, mais attends, je fais tourner 2 trains voyageurs de cette voiture, et je fais tourner 2 trains de voyageurs, 2 trains de marchandises, et puis les trains de marchandises me permettent d'avoir un 5e train ou un 6e train. » Oui! Mais c'est pas comme ça que j'ai mis en place ma démonstration. Ma démonstration, c'est de dire, le constructeur, il prévoit 2 ampères 8 de consommation des trains en fonctionnement constant, mais il sait très bien que les trains vont consommer moins, sauf problème, que les trains vont pas tous rouler en même temps, parce qu'il y en a qui se font des arrêts en gare, etc. Et donc, du coup, quand on essaie de voir le nombre de consommateurs et ce que ça implique sur la fabrication d'un réseau de base, et qu'on regarde ce que font les kits de démarrage chez les constructeurs, c'est-à-dire le ovale, la centrale, la voie d'évitement et machin, et à quel moment dans leur catalogue ils disent, quand on achète des kits de démarrage A, B, C, D, etc., et puis ils disent A, B, C, D, E, une seule centrale, puis F, G, H, avec un booster, et qu'on voit à peu près à quoi ça correspond, eh ben, je suis désolé, on est sur cet étiage. C'est-à-dire, effectivement, la configuration la plus complète des réseaux en kit de démarrage avec toutes les extensions, eh ben, on arrive peu ou prou à 8 locomotives, 32 contacts de rétrosignalisation et 16 aiguillages. Voilà. Et c'est factuel. Alors après, il peut y avoir quelques variations, etc. Je ne remets pas du tout en cause ça. Voilà. Mais en tout cas, en termes d'analyse, c'est comme ça qu'ont été conçus les systèmes digitaux. Pour le débutant et pour l'accès au modélisme ferroviaire. Donc c'est intéressant
d'en faire cette analyse et de débunker. Parce que quand un débutant qui n'y connaît rien, il voit le chiffre de 9999 locomotives pilotables et de 2048 effecteurs pilotables, ça, effectivement, c'est une notion technique maximale gérée par le protocole DCC, mais ce n'est en aucun cas la dimension de travail de la centrale que vous allez acheter. Et c'est ça, c'est factuel. Donc c'est intéressant de le dire. Premier point. Deuxième question, quand est-ce qu'il y aura des fabricants qui feront des systèmes digitaux prévus pour des grands réseaux? Et jamais. Jamais, pour une raison très simple, qui n'a rien à voir avec le fait qu'ils risquent de perdre de l'argent parce que c'est une niche dans un marché global. C'est purement une limitation pour la certification de vente. Je vous explique pourquoi. Avoir une centrale qui sort du 18 volts en courant pulsé rectangulaire, hein, c'est pas de l'alternatif, hein, c'est du courant pulsé rectangulaire, dont la période des pulsations dépend du codage binaire. D'accord? On est d'accord sur ça. Mais en 3 ampères, c'est pas dangereux. Vous posez votre main sur le rail qui sort du 18 volts 3 ampères, c'est pas dangereux. Vous prenez une petite friture, mais c'est pas dangereux. Avoir par contre une centrale qui soit capable de sortir l'équivalent de la consommation nécessaire pour un très grand réseau, allez, on va être taquin. On va dire 18 volts 30 ampères. Grand réseau. 18 volts 30 ampères. Bah là, ils n'auront pas leur certification de vente. C'est aussi simple que ça. Parce que vous prenez une châtaigne en 18 volts 30 ampères, votre main elle va rester sur la voile et votre peau elle va être soudée au rail. Parce qu'il y aura 30 ampères potentiellement que la centrale va pouvoir sortir. Et donc en termes de protection contre les courts-circuits et de protection thermique, pas possible. Ils ne pourront pas vendre un produit là-dessus. Et c'est bien pour ça qu'ils ont mis là en place le système des boosters. Donc techniquement, il n'y a rien qui vous empêche de prendre une centrale et de coller les boosters nécessaires derrière pour avoir vos lignes de 30 ampères. Mais pas sur une seule ligne. Donc, après, libre à vous, une fois que vous avez connecté votre centrale, vous avez connecté vos 9 boosters, et vous avez alimenté votre réseau, et vous avez tout pour alimenter votre grand réseau. Ça, il n'y a aucun problème. Ça fonctionne nickel. Mais par contre, demander à un fabricant de vous sortir une centrale qui va vous sortir du 30 ampères en 18 volts, ça, il ne pourra pas. Il ne pourra pas parce qu'il y a des normes de sécurité, notamment des normes électriques, et que là, ils ne prendront pas la responsabilité de faire ça. Et ils ont raison. Voilà. Maintenant, en face de ça, il y a la question, effectivement, de la faisabilité en termes de pilotage. Mais là, je vais me placer sur un autre type d'argumentaire. Quatre trains, 10 boosters, donc ça veut dire 40 trains. 40 trains, ça commence à devenir assez sérieux comme réseau. Hein. Donc, on n'est plus dans un petit réseau quand on commence à piloter 40 trains. Donc là, effectivement, on arrive sur d'autres problématiques. Donc, si vous voulez, il faut revenir un petit peu avec modération à la source du problème. Qu'un débutant sache
et soit mis au courant au moment où il achète sa centrale, quelle que soit sa centrale d'ailleurs. Que sa centrale, elle va avoir la capacité de pouvoir gérer sans aucun problème, mais sans aucun problème. Ces 4 trains, ces 16 cantons et ces 8 aiguilles, bah ça c'est utile pour commencer. Que ensuite on ait une démarche marketing qui nous dit qu'on peut piloter 9999 locomotives et 2048 effecteurs, on s'en fout. Et que la centrale d'à côté, elle en gère 1024 de moins, on s'en fout. Parce que dans les deux cas, vous n'aurez jamais un réseau qui vous obligera à régler ça. Parce que je veux simplement faire juste le petit calcul. 9999 locomotives, avec une consommation de 700 mAh. Ça fait combien d'ampères sur le réseau? Juste. Vous avez fait le calcul? Eh bien, je vais vous le dire. 700 mAh multiplié par 9999 locomotives, ça vous fait 7000 ampères. 7000 ampères. Au calme. Tranquille. Alors, 7000 ampères divisé par 3 pour avoir le nombre de boosters. 2333 boosters. Et alors là, je vous arrête tout de suite. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc ce chiffre de 9999 locomotives adressables, il est vrai, mais il ne correspond pas au nombre de locomotives que vous pouvez piloter. Parce que 7000 ampères et 2333 boosters, même un miniature Wonderland, ils n'ont pas ça. Donc ça, si vous voulez, faut revenir un peu à la réalité. Alors, par contre, ce qui est vrai, c'est que par exemple, chez Roco, dans la Z21, ils vous disent, nous, notre écosystème, au max, c'est 100 locomotives pilotables. Et ils ont j'allais dire, l'honnêteté de le dire. Mais, dans quelles conditions, sur quel type de réseau, et est-ce que c'est simultanément, ou est-ce que... voilà. Ça, ils ne le disent pas. Voilà. Et on constate, et ça, c'est une constatation qui est faite en usage, que le protocole DCC, si la centrale elle doit gérer les locomotives, les effecteurs, la signalisation, eh ben, au bout d'une quinzaine de locomotives, le système, il est un peu en PLS. Et donc, c'est ça qui est important, en fait. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on dépasse les 8 locomotives, ou les 8 qu'on voit, eh ben, à ce moment-là, il faut commencer à trouver des stratégies différentes en termes de gestion de réseau. Voilà. Et c'était ça, l'objet de cette vidéo. C'était pas de commencer à dire telle marque est moins bien que telle marque, ou le digital, c'est de la merde. Non. En analogique, vous avez exactement le même problème, sauf qu'au lieu que ce soit géré par deux boîtes qui font l'équivalent de deux bouquins superposés, eh ben vous allez avoir un KGB de 4 mètres carrés blindé de relais et de cartes électroniques en tout genre, et de contacts ILS sur votre réseau, et des faisceaux SACOM de câbles qui vont aller de votre réseau à votre armoire de commande, parce que vous avez énormément de choses à devoir gérer. Et je vous invite à voir le réseau BIS 4.1, le réseau d'André Gay et Soumaniac, enfin tous ces réseaux-là qui fonctionnent en analogique pure, pour vous rendre compte que moi, un réseau de Wessenheim en analogique, je ne le fais pas, c'est clair. C'est clair. Donc je ne suis pas en train de vous dire le digital c'est de la merde, c'est pas mon propos.
Je dis, le digital, il a une limitation et c'est important pour les débutants de la connaître. C'est important quand on fait une planification de réseau de savoir qu'effectivement, le digital, c'est pas ce qui est marqué sur les brochures. Et que la réalité, le réel, eh ben, il va vous obliger à trouver des solutions. Voilà. Et que éventuellement, bientôt, peut-être, en fonction de la bonne volonté du marché, on aura peut-être un fabricant ou un artisan qui vous proposera une solution basée sur de nouveaux protocoles, dont le protocole LCC, les Youth Command Control, qui est articulé autour d'une architecture qui utilise le DCC, mais qui le décompose. Bref, je ne rentrerai pas dans cette description-là, parce que là, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais en tout cas, le DCC en lui-même, en réel, à cause des principes physiques des contacts rail-roue, eh ben, il oblige la centrale à faire une redondance d'informations. Et ensuite, par rapport au format DCC, eh ben, on a une limitation du nombre d'informations qu'on peut faire passer. Et donc, effectivement, si on veut faire piloter des locomotives à 128 crans, on va prendre 4 ou 5 octets, je me souviens plus. Ensuite, après, on va avoir les fonctions qui vont vous prendre 3, 4, 5 octets. Et donc, du coup, au fur et à mesure, on va venir charger le bus DCC. Et en plus, les perturbations extérieures peuvent perturber le DCC. Le Railcom peut venir interrompre les cycles de transmission du DCC. Et donc, vous pouvez avoir une latence entre votre commande et la réalisation de votre commande. Elle arrivera, hein, quoi qu'il arrive, elle arrivera. Mais si elle arrive 3 secondes trop tard, eh ben, votre train, il percute un autre. Voilà. Et donc ça peut poser des problèmes à partir du moment où on dépasse l'étiage principal pour lequel a été conçu le réseau. Et quand on regarde les kits de démarrage livrés avec une centrale et qu'on voit par exemple le kit de démarrage avec l'ovale, un aiguillage et une voie de débord, 2 aiguillages et une voie de débord, et ensuite après les kits successifs, et qu'au bout du 6e kit successif, on a un kit, un starter kit, et ensuite après on a les kits qui suivent pour les sets pour venir améliorer, et qu'au bout du 6 ou 7e set, là à ce moment-là, ils mettent un booster, et ben là on peut se dire, ah tiens, voilà. Mais c'est pas déconnant, même si on peut toujours pinailler sur les consommations, les effecteurs, etc. C'est pas déconnant de dire qu'à un moment donné, le DCC, il va commencer à vous poser des problèmes quand vous dépassez 8 convois qui roulent simultanément, 32 cantons, 16 effecteurs d'aiguillage, et qu'à partir de ce moment-là, quand vous passez au-dessus, eh ben les fabricants considèrent que vous avez un grand réseau, et donc du coup, ils ne vont pas vous dire, bah, vous achetez une centrale, une autre centrale, ils vont pas vous le dire, parce que vous venez de mettre 600 balles pour acheter votre centrale et vos modules, donc à un moment donné, ils ont... voilà, mais par rapport à l'architecture technique du digital, on en est là. Et ça sert à rien de commencer à pinailler en disant, ouais, mais moi, je fais fonctionner 9 trains et ça pose pas de problème. Ok, tant mieux. Mais il vaut mieux partir du principe de se dire, on a ces briques, et au-delà de ces briques, eh ben, il faut trouver une autre solution, que de se dire, que de dire à tout le monde, ah ben ça fonctionne très bien chez moi. Et tout le monde dit, bah alors pourquoi ça fonctionne pas chez moi? Bah parce que c'est pas le même réseau. Parce que t'as peut-être pas forcément le même matériel qui roule. Parce que, effectivement, derrière, il y a peut-être des événements contextuels. Tu as peut-être alimenté tes centrales avec une alimentation à découpage qui n'est pas du tout la même que celle de ton voisin, donc tu ne peux pas en tirer une généralité. Par contre, ce que tu peux savoir, c'est comment les constructeurs te proposent une solution et comment ils l'ont calibrée. Et essayer de retrouver quelle est la façon dont ils ont calibré leur offre, bah, c'est ce que j'ai fait dans la dernière vidéo. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu les informations que je voulais donner pour répondre. Voilà. C'est pas... je fais pas d'attaque personnelle. Je ne pars pas... Je pars du principe que ces vidéos sur le digital sont là pour répondre à un besoin réel parce qu'on est dans le flou et qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas forcément la connaissance technique pour pouvoir vous dire
Voilà concrètement à quoi ça correspond. Moi, ça fait 3 semaines que j'en discute avec des gens qui sont des électroniciens, des informaticiens, et aussi avec des gens qui ont des grands réseaux en Allemagne, aux États-Unis, etc., et qui m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont tous dit, on a un non-dit sur la gestion avancée du digital dans le modélisme ferroviaire. Et ce non-dit, il est parce que on n'a pas de calibration qui permette de pouvoir se donner une échelle. Voilà. Mais moi, 88 cantons, 78 aiguillages, 280 mètres de voie, réponse du commercial de Rocco, vous avez un grand réseau. Ah bon? Ça, c'est un grand réseau? Bah, ok. Alors évidemment, tout le monde me dit, ouais, c'est quand même un grand réseau. Ouais, mais attends, moi, c'est pas parce que j'ai 2 rampes hélicoïdales qui me prennent 100 mètres à chacune d'elles simplement pour monter de 80 cm, 60 cm de haut, que ça, ces 2 éléments-là me donnent l'impression que c'est un grand réseau. Pour moi, c'est simplement, il faut que je monte mes trains, quoi. Donc, voilà. Mais dans les faits, oui, c'est considéré comme un grand réseau. Je crame pas là-dessus. Moi, c'est pas mon objet. Je suis pas en train de dire, j'ai un grand réseau. Non, il y a un moment donné, j'ai une problématique. J'avais une centrale qui perdait la boule. J'ai essayé de comprendre, j'ai interrogé les gens. Les gens m'ont dit, mais moi, j'en suis tombé des nues. Je me suis dit, ah, putain, merde, fais chier, quoi. J'ai pas prévu. J'ai pas prévu. Et si à la base, on m'avait dit, eh ben, attention, hein, tu dépasses tes 32 cantons, sache que là, tu commences à être borderline. Ben, j'aurais peut-être pas conçu un réseau comme ça. Voilà. Donc moi, sur la chaîne YouTube Bienvenue à Wissenheim, c'est une chaîne qui a 3 utilités. Un, de servir de vlog, de journal de construction du réseau pour moi, que je partage avec vous, je suis très heureux. 2, de partager des astuces de fabrication, etc. Et 3, de servir un petit peu de point de réflexion et de discussion que je vous propose. Je ne suis pas en train de vous dire tel ou tel machin, c'est de la merde, même si je l'ai dit. Mais c'est mon appréciation personnelle. Quand je dis, par exemple, que l'interface logicielle de la DigiCase me file des boutons parce que j'ai l'impression de me retrouver sur une interface Windows 3.11 ou certains logiciels de MFAO parce que c'est des trucs antédiluviens, on a l'impression de se retrouver sur une vieille centrale Unix des années 90. Bon, j'ai 42 ans, je commence à avoir un peu de bouteille en électronique. J'aime bien les machins avec une belle interface graphique et une belle interface GUI, etc. Mais j'aime bien savoir aussi ce qu'il y a derrière. Voilà. Et ensuite, après, bah, effectivement, au niveau du câblage, tenez, par exemple, un exemple très simple. Au niveau du câblage, sur le site de la NMRA, la National Modelism Railroad Association, je crois que c'est ça, ils disent torsadé JK. Ils le disent. Sur DC Wiki, ils le disent. Torsadé JK. Puis derrière, tu vois Digitrack. Avec les petites images Digitrack. Quand on parle au technicien de Rocco, il fait non, il faut surtout pas faire ça. Si vous torsadez JK, vous allez avoir des harmoniques sur votre bus de traction. Pourtant, c'est sur le site de la NMRA. Donc moi, débutant à l'époque, je vois, torsader JK, bah, je torsade JK. Je me pose pas de problème. Vos cantons, vous faites une coupure sur les 2 rails, sur les 2 extrémités. Eh ben, je fais une coupure des 2 rails sur les 2 extrémités. Moi, je lis ce qui est marqué dans la norme. Et là, tout d'un coup, on me dit, ah là, non. non, tu fais un ring avec ton neutre, et puis tous tes contacts de rétrosignalisation, là, tu peux les mettre en faisceau, c'est pas un problème. Puis tu renvoies tout ça à ton rack, il n'y a pas de problème. Ça va marcher. Mais par contre, ne torsade surtout pas, parce que, en fait, pourquoi ? Parce que tu vas devoir faire un torsadage horaire sur la première courbe, et ensuite, après, une coupure, et un torsadage anti-horaire sur l'autre courbe, une coupure, un torsadage, etc. Et que si tu fais pas ça, tu as ce qu'on appelle des décalages de phase. Ah ouais ? Mais c'est marqué dans quelle notice de ta putain de centrale ? Nulle part. Et là, il faut que un électricien te dise, attends,
Si tu torsades en horaire ou en anti-horaire? Mais attends, si tu déplaces ta torsade, ton horaire devient anti-horaire. Donc tu commences à avoir des décalages de phase. Si en plus ça revient tout en faisceau sur ton poste de commande, tu vas avoir un moment donné où tu vas avoir des signaux qui vont être perturbés. Ah. Donc, voilà. Voilà. Donc voilà pourquoi moi je fais aussi des vidéos sur le câblage, voilà pourquoi je fais des vidéos de réflexion sur le digital, voilà pourquoi je fais des vidéos qui à un moment donné, en partageant ces informations-là, eh ben, les gens qui sont vraiment intéressés, qui ont vraiment envie de savoir, qui sont en train de commencer, eh ben, ils vont pas se mettre à acheter des trucs inutiles et ensuite ils vont pas tout laisser tomber parce qu'ils n'y arrivent pas. Voilà. Et c'est ça l'objectif de ces vidéos. Et ce n'est pas de commencer à dire un tel est mieux qu'un tel, ou tel matériau est mieux qu'un tel. Moi, il y a des matériaux que j'utilise, et je sais pourquoi je les utilise, et je vous dis pourquoi je les utilise. Voilà. Ensuite, après, vous en faites ce que vous voulez. Et c'est pas une question d'être énervé ou quoi que ce soit, mais c'est simplement que quand je reçois un shitstorm parce que j'ai des aficionados de RE qui critiquent que je critique RE, ou des aficionados de SU qui critiquent parce que je dis à un moment donné, ouais mais attendez, ESU ils vivent avec un développement qui a commencé dans les années 2000-2005, qu'on est en 2022 et qu'ils n'ont pas proposé de renouvellement de leur gamme. Et ça, c'est factuel. Et donc, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, me jouer de la flûte et venir me pourrir. Il y a un moment donné, même si ESU a fait une dernière mise à jour de sa centrale cette année, eh ben, il y a un truc dans leur topologie qui va pas et qu'ils n'ont pas mis à jour. Parce que dans leur logique, eh ben, ils sont encore sur leur coût d'amortissement et que les amortissements industriels, ça se fait pas en 5 ans, c'est plutôt planifié sur 20 ans. Donc 2005, ça veut dire qu'en 2025, on va avoir une nouveauté et un changement radical. Et c'est pas le fait d'être passé d'une centrale noir et blanc de l'Écosse 1 à une centrale couleur que ça change quoi que ce soit. Voilà. Bon, donc je m'excuse si là, ça a été un petit peu virulent et un petit peu musclé, parce que c'est vrai que il y a tellement de choses à dire et il y a tellement de bêtises qu'on peut lire qu'à un moment donné, il faut essayer de remettre un petit peu les choses en place. Donc, sur la totalité de la structure et de la topologie digitale, à partir du moment où on analyse les limites d'un système, on peut commencer à proposer des solutions pour contourner ces limitations. Ça, c'est un point qui est important à savoir. Mais si à la base, on ne vous a pas sensibiliser, simplement sensibiliser au fait que on a une topologie qui a été conçue dans les années 80, qu'on est au 21e siècle dans les années 2020, et que, entre-temps, il y a eu une révolution fondamentale dans les usages de l'informatique. Parce que le DCC, c'est une porte d'entrée à l'informatique. C'est la MFAO, le modélisme ferroviaire assisté par ordinateur. Et que nos ordinateurs, nos smartphones, nos téléphones, tous les appareils électroniques grand public ont eu une telle démultiplication de leur puissance de calcul qu'ils sont capables de pouvoir gérer des informations en temps réel qu'à l'époque, on ne pouvait même pas espérer rêver. Et c'est ça qui explique aussi les choix technologiques actuels du DCC. Voilà. Donc, moi, tout ça, j'entends les remarques, les gens qui disent « Bah ouais, mais bon, moi, chez moi, ça fonctionne. » Oui, ça fonctionne. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Je dis que quand on commence à arriver à un certain niveau, il faut éviter de perdre du temps à devoir refaire son câblage 3 fois parce qu'à un moment donné, il faut s'adapter différemment. Et c'est vachement utile, je pense, pour l'ensemble des modélistes de se dire « Attention !» Il y a un point de vigilance à avoir quand on conçoit un réseau. Ce n'est ni dit dans les revues, ni dit sur les notices des fabricants. Attention, quand vous attendez un certain stade, vous atteignez une frontière, et pour passer cette frontière, il faut trouver des solutions. Voilà. Et c'est vraiment, pour moi, la grande leçon de ces 3 dernières semaines. C'est que effectivement, il ne s'agit pas de dire « Ah ben je fais comme ça » ou « parce que j'ai fait comme ça » ou « on a toujours fait comme ça, donc ça marche, etc. » C'est très bien. Oui, non, non. Et encore une fois, quand on prend les choses à l'absurde, même sans locomotive, ça fait 70 ampères à devoir gérer sur un réseau.
70 ampères, c'est colossal. Donc vous ne pouvez pas demander à un constructeur de prévoir une centrale en bloc, vendue en bloc, qui va vous sortir cet ampérage-là. Il n'aura pas la certification pour pouvoir vendre sur le marché un produit à un grand public qui va être capable de cracher du 70 ampères. Parce que ça, c'est juste pas possible. Là, on est sur les limitations normatives de comment s'appelle de la structure. Regardez par exemple les centrales, les alimentations à découpage qui sont fournies dans les PC, qui sont capables de pouvoir sortir du 1260 watts, donc 18 volts par 70 ampères, qui vont être capables de sortir du 1260 watts. Mais ces alimentations-là, elles ont des connectiques ultra sécurisées, et en plus, accessoirement, en règle générale, la grande majorité des gens n'utilisent pas ces centrales à découpage pour autre chose que pour assembler un PC. Bon, et ben, pour une centrale digitale, vous imaginez la dangerosité qui serait, par exemple, le mec qui vient d'acheter sa centrale, il lui branche sur un coupon de rail d'1 mètre, comme ça, et il pose la main dessus. Mais là, le mec, il meurt. Enfin, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Parce que la mise en court-circuit d'une intensité aussi forte, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Et donc c'est pour ça, si vous voulez, que la solution modulaire centrale plus booster, ça a permis effectivement aux constructeurs de pouvoir proposer des systèmes supplémentaires et des systèmes plus avancés. Donc ça, il n'y a aucun problème avec cette architecture-là. C'est une très bonne idée pour contourner le problème, justement, d'avoir une centrale unifiée qui sort tout ça. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le problème de la centrale et de la puissance qu'elle va délivrer, puisque justement, il y a l'architecture booster et que ça marche très très bien. Le problème, ça va être du côté du SCC, sur la longueur des paquets de la locomotive, que les locomotives reçoivent, et sur la transmission, en fait, de l'information. Et comme on a une information de transmission et de traction qui passe par les rails, eh ben, on a les problèmes, d'une part, du contact rail-roue pour que les trains avancent, et ensuite, on a les problèmes de la cohérence de la transmission. Le tout sur un langage informatique, sur un protocole qui, à l'époque, n'avait pas été conçu, en fait, pour encapsuler des informations dans une trame numérique. Donc ça, c'est une limitation qui est une limitation hors d'âge. Mais ça, faut le savoir. Voilà. Alors ensuite, après, moi, quel conseil je peux donner à un débutant qui veut commencer en DCC? Bah, déjà, quand il a acheté tous ses kits de démarrage, s'il part sur le starter kit et ensuite les sets, bah, là, il a une solution qui a été calibrée par le fabricant. Donc, il n'aura quasiment pas de problème. Quand, par contre, on est sur des réseaux 100% fabrication perso, eh ben, revenir au cahier des charges qui a permis de concevoir les centrales par les constructeurs, ça donne un signal. Donc moi, quand j'ai quelqu'un qui me dit, très justement, hein, qu'il a un réseau qui fait 6 mètres sur 2, une double voie, 30 aiguillages, mais c'est pas la distance qui est important. C'est pas la distance qui est important. On peut très bien avoir 24 cantons sur 1500 mètres de voie, hein. Et pourtant, on aura toujours 24 cantons, et pourtant, on fera toujours tourner, ou 32 cantons, et on fera toujours tourner 8 locomotives dessus. Ça n'a pas, si vous voulez, l'appréciation grand réseau n'est pas sur une longueur de voie, ni sur dans quelle pièce vous faites rentrer votre réseau. C'est sur la complexité, en fait, du réseau. Et c'est ça qui est contre-intuitif. Voilà. C'est qu'effectivement, dans l'appréciation qu'avait fait ce commercial sur le réseau de Wessenheim, et sur le TCO qu'il avait en face des yeux, c'était grand dans le sens au-delà de la zone de confort, si vous préférez, du DCC. Et c'est tout. C'est pas une appréciation sur, effectivement, la grandeur spatiale. Parce que là, la grandeur spatiale, oui, bon. Mais comme vous voyez, par exemple, qu'une rampe hélicoïdale, bon, là, je vous avais dit 100 mètres, donc c'est 50 mètres au nord, 50 mètres au sud. 2 fois 25, en réalité. Bon. Ça, on s'en fiche. Bah, c'est de la distance parcourue, c'est pas grave. Mais par contre, dans ces
dans ces, comment ça s'appelle, dans ces hélices, j'ai 6 cantons, 12 cantons, par exemple. Là, ça change la donne. Parce qu'effectivement, en termes de contact de rétrosignalisation, en termes de commandes, etc., il y a toute une série de choses qui font que ça vient complexifier, en fait, l'architecture globale que vous allez avoir au niveau de votre câblage. Donc, quand on reprend, justement, la question du câblage, on a donc déjà la remarque qui m'avait été faite sur les torsades en sens horaire, anti-horaire, etc. Et là, on fait OK, d'accord. Ensuite, après, il y a les bus de rétrosignalisation. Bon. Pourquoi je pars sur la solution Androco avec le CAN-bus? Parce que le CAN-bus m'affranchit de mon problème de câblage. J'ai du câble Ethernet, catégorie 6, en SFTP, donc blindé, blindé par paire et blindé sur le global, avec la cage à la terre. Bon, donc déjà, j'ai réglé un problème de perturbation sur mes bus d'information. Le bus CAN, il est beaucoup moins sensible que le RS, qui lui-même est beaucoup moins sensible que le Loconet. Parce que quand on regarde sur les sites anglo-saxons du Loconet, le câblage en Loconet, quand on veut le faire soi-même, faut se lever de bonheur. Hein. Moi, je souhaite ça à personne. Hein. Parce que c'est un enfer. Alors, effectivement, quand vous achetez vos câbles Loconet déjà tout préparé, etc., ça va. Mais quand dans la norme du Loconet, il est marqué que vous ne pouvez pas mettre un bus Loconet à moins de 3 cm d'un autre bus Loconet, sinon les deux bus s'annulent, et que vous devez le prévoir sur une architecture comme ça, vous m'expliquez comment vous me mettez deux bus Loconet côte à côte sur des chemins quand je dois venir faire ma pieuvre de bus Loconet? C'est pas possible. C'est bien pour des réseaux linéaires à l'américaine, avec des grands U, où là, vous avez un feeder qui revient, et là, effectivement, vous arrivez à vous démerder. Mais quand vous avez un réseau qui est aussi complexe, et là, sur son architecture actuelle de Wessenheim, si je devais concevoir un réseau avec du Loconet, je ne ferais pas un réseau comme ça. Clairement. Donc, tout ça, si on ne le sait pas à la base, et qu'on branche tranquillement ces modules, et puis dans le goût, on allume et ça ne marche pas, ou on a des aberrations, des incohérences de rétrosignalisation, et on se dit pourquoi ça ne fonctionne pas. Eh bien, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a un moment donné, on a différentes facettes dans la gestion de commandes du réseau qui répondent à des problématiques, et ces problématiques, elles ne sont pas particulièrement bien communiquées par les fabricants. Donc effectivement, j'en reviens au bus CAN. Le bus CAN, lui, il me permet de m'affranchir de ça. Mais quand je vois que ces espèces d'abrutis fournissent un câble, qui vendent un bus CAN, un câble CAN, qui est même pas protégé, puisque c'est un câble en UTP, ou UDP, donc qui n'a pas de blindage. Là, je me dis, attendez les gars, on utilise du Loconet justement pour pas avoir de perturbations, et vous filez un câble qui n'est pas protégé contre les perturbations. Il y a un moment donné, et en plus vous vendez ça une fortune, parce que 14,30 € ou 13,40 €, 13,40 € le câble de 2 mètres, vous allez sur n'importe quelle plateforme, AliExpress et compagnie, et vous en achetez 1000 à 1 € pièce, quoi. Donc, si vous voulez, voilà. Donc moi, je veux bien me faire quicher par des représentants qui ne sont pas contents parce que je quantifie pour le débutant au-delà de quoi il ne doit pas acheter parce que ça ne sert à rien. Bon, ok, mais moi, il y a un moment donné, j'ai été confronté à ça et je l'ai eu un peu en travers de la gorge qu'il y ait un manque total de transparence dans notre discipline. C'est juste totalement hallucinant. Alors, tous les gars, vous allez me dire, avec le ton, t'es énervé, etc. Non, je suis même pas encore énervé, là. Là, je fais de la description un peu virulente d'un état de fait, d'un état de marché et de réponses qui m'ont été faites par rapport aux vidéos sur le digital qui ont été postées depuis 3 semaines. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une évolution dans mon attitude entre le départ, où je pousse un gros coup de gueule à Lens, et tout d'un coup, je commence à comprendre les effets boule de neige, les non-dits, les vérités techniques, parce que j'ai des gens super gentils
qui m'ont accompagné vers une compréhension du système tel qu'il est à l'heure actuelle. Mais le fait que je vous partage cette compréhension ne veut pas dire que je dis c'est de la merde. Je ne dis pas c'est de la merde. Je dis attention, quand on commence, il faut savoir où on va. Parce que faire un réseau, dessiner un réseau sur un papier quadrillé ou sur un logiciel de conception, c'est sympa, mais à un moment donné, il faut venir aussi aux contraintes techniques que le réseau va apporter et aux contraintes techniques du pilotage inhérents à la norme. Voilà, c'est ça qui est important. Et dans la conception d'un réseau, pour un débutant, c'est quand même vachement mieux de se dire qu'il va rester dans une zone de confort s'il ne dépasse pas 32 cantons et qu'il ne dépasse pas 8 trains et qu'il ne dépasse pas ses aiguillages et que sa centrale plus son booster, elles vont être tout à fait capables de pouvoir assumer ça et il n'aura pas de problème, quelle que soit la marque de la centrale, que se dire « Ah, super, j'ai dessiné mon réseau, machin, etc. Je branche et ça marche pas. » Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Eh bien, ça marche pas parce que tu es au-dessus d'une considération normative qui a servi à concevoir. Et moi, les fabricants qui viennent me dire, ou s'ils viennent me dire, ouais, mais quand même, c'est vachement réducteur de dire ça comme ça parce qu'on peut faire fonctionner un petit peu plus, ou c'est pas aussi simple. Eh bien, si c'est pas aussi simple, rendez les choses simples. Rendez les choses simples. Arrêtez de vous cacher derrière des spécificités techniques ou quand vous nous dites qu'on peut adresser 9999 locomotives, ça correspond à 7000 ampères. Bordel, 7000 ampères. Qui va avoir un réseau miniature qui va cracher du 7000 ampères? C'est juste une aberration. Alors oui, d'un point de vue numérique, vous pouvez gérer et vous pouvez adresser autant de locomotives. Mais c'est une aberration de mettre ça comme un argument marketing. Au même titre que c'est une aberration de dire, bah oui, mais dans ce cas-là, il faut 2333 boosters. Attention. Mais vous imaginez la consommation sur le réseau électrique pour avoir 2300... À un moment donné, il faut redescendre sur les chiffres. Et donc ça, c'est important de le dire aussi aux débutants. Ne regardez pas ces chiffres-là, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de voir pourquoi le système il a été conçu. Parce que sinon, vous arrivez sur des aberrations. C'est stupide. C'est stupide de dire 9999 locomotives adressables. Oui, d'accord, ok, oui, on peut le faire, oui. Oui, d'accord. Oui, bah oui. Mais s'il vous faut derrière une sous-station électrique, parce qu'il faut que vous crachiez. Non mais, j'aimerais bien avoir la gueule de l'agent EDF quand on va lui dire qu'on va installer un compteur électrique pour être en capacité de pouvoir fournir un système de train miniature 7000 ampères. Hein. Juste. Faut juste revenir dans les comment ça s'appelle, dans le réel, quoi. Et dans le réel, voilà. Mais même déjà un réseau miniature avec une centrale et 10 boosters, déjà rien que ça pour faire tourner 40 trains simultanément, déjà rien que ça, c'est juste absolument énorme, quoi. Donc, c'est vrai que sur le papier, ça dit « Ouais, je vais avoir plein de trains ». Mais c'est normal, quand on commence, on se dit « Ouais, je voudrais avoir plein de trains, etc. » Mais même déjà en gestion manuelle, gérer plus de 2 trains simultanés, ça commence à devenir un peu tendu. Il faut avoir des télécommandes et pas trop être dérangé par sa chérie ou par le chat, etc. Mais vous imaginez 40 trains? Mais 40 trains... Ouais, on commence à arriver sur le réseau Porsche, hein, 40 trains. Et ils sont 3, hein, pour gérer le réseau. Donc, si vous voulez, voilà, il faut toujours un peu remettre de mesure. Alors, effectivement, sur un réseau un peu élaboré, on peut très, très, très rapidement arriver sur plus de 32 contacts de rétrosignalisation. Oui, c'est vrai. Et il se peut très bien que vous n'ayez pas de problème parce que vos 8 trains ou vos 12 trains qui seront sur une topologie prévue pour 8, ils ne fonctionneront pas tous en même temps. Il y en a qui seront sur des voies de garage, il y en a qui seront sur des voies
où ils ne reçoivent pas d'ordre, où il n'y a pas de contextualisation. Oui, bien sûr. Mais là, on parle de trains qui bougent. 8 trains qui bougent avec leur voiture éclairée, avec les itinéraires qui sont faits, avec la signalisation qui est faite, avec la contextualisation temporelle. Ben là, c'est la limite, en fait, pour une seule centrale. Voilà. Donc tout ça, je voulais vraiment le préciser, parce que, bon, je me suis pris quelques remarques mignonnes par mail, alors sur les comment ça s'appelle, les commentaires sous la vidéo, c'était très sympa, vraiment merci, je suis très très content, et je suis content de pouvoir avoir ces discussions et de partager ça avec vous. Bon, j'ai reçu un mail qui n'était pas très agréable, pas très poli, d'une personne, puis j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là, mais bon, je suis désolé si certains constructeurs se trouvent en porte-à-faux, parce que simplement, je leur rappelle les faits. Il y a un moment donné, ça devrait être votre boulot d'accompagner les débutants. Parce que quand moi, je vois l'audience de la chaîne YouTube, ça fait 2 ans qu'elle existe, et que j'ai plus de 60% de mon audience de gens qui ont plus de 45 ans, ça me pose un problème. Et que les moins de 25, ils représentent 2%, ça me pose un problème. Ça ne veut pas dire que les gens, ils sont que intéressés aux jeux vidéo, que les jeunes, ils s'intéressent pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un gap. Et ce gap, c'est pas d'offrir un kit de démarrage pourri qui vient de pas régler le problème. C'est un problème technologique, c'est un problème d'appétence. Et si vous faites rentrer un jeune et que son réseau il fonctionne pas parce que vous lui avez promis des trucs qui sont pas réels, et ben ça fait perdre un client pour vous et ça fait perdre une personne dans l'activité du modélisme ferroviaire. Et en France, c'est ça le problème. Alors, quand on est en Allemagne, quand on est dans des pays qui ont une connaissance technique, qui mettent en avant les connaissances techniques dès le plus jeune âge, ça pose pas ce problème, parce qu'effectivement, ils rigolent. Ils rigolent. Moi, j'ai un pote allemand qui est modéliste allemand, il rigole quand il voit les pubs françaises sur le DCC. Ce qui, c'est pas tout à fait la même chose. Et il y a un recul technique un peu plus important. Mais quand même, voilà. Donc c'est pas un coup de gueule, c'est une précision. Et moi, je continuerai à faire des vidéos sur le digital, parce que manifestement, beaucoup de gens sont intéressés. Je continuerai à faire des vidéos sur le câblage, parce qu'il y a énormément de choses à dire, et qui ne sont pas uniquement de l'ordre de je prends un câble de 1 cm, de 1 mm², ou des choses comme ça, parce qu'il y a des logiques. Et quand on arrive sur des réseaux qui sont au-delà, effectivement, des 32 cantons et des 16 effecteurs, etc., il y a une logique dans le câblage. Et c'est pas la norme de la Fédération française de modélisme français qui va régler cette logique. Voilà, donc c'était une vidéo un peu longue, mais j'avais besoin de le dire. Je trouvais que c'était intéressant, pertinent de pouvoir faire ces précisions. Merci d'avoir suivi la vidéo, merci de vos commentaires, merci à toutes les personnes qui cliquent sur le bouton abonnement et sur la cloche pour être notifié des sorties lors des vidéos, lorsque je mets les vidéos en ligne. Merci aussi à toutes les personnes qui mettent des pouces j'aime pour augmenter les référencements de la chaîne via les algorithmes de YouTube. Ça me fait énormément plaisir. Et n'hésitez pas à continuer le débat dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me proposer des contenus de vidéos à traiter, des contenus à traiter pour les vidéos. Ça me fait très plaisir et je suis toujours très content de pouvoir y répondre. Et donc, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wessenheim. Et là, vraiment, il y a encore énormément de choses à faire, tant au niveau du décor qu'au niveau du câblage et de la mise en service du réseau, parce que là, pour l'instant, le réseau ne fonctionne pas. À très bientôt.